Bienvenue sur Sombres Histoires Criminelles, là où l'ombre des crimes se mêle à la réalité. Ici, chaque histoire que vous entendrez n'a jamais eu lieu, mais elle aurait très bien pu. Inspirés des faits réels, nos récits plongent dans les tréfonds de l'âme humaine, là où la fiction et la vérité se frôlent. Préparez-vous à découvrir ce qui se cache derrière le masque de l'imagination criminelle. Chaque histoire est inventée, mais s'inspire des plus sombres réalités. Vous ne regarderez plus jamais les crimes de la même manière. Alors abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et n'oubliez pas de liker pour ne rien manquer de nos récits les plus sombres. Aujourd'hui, nous plongeons dans le récit tragique de Claire Herskovits, une épouse aimante dont la découverte d'un secret sombre chez son mari a conduit à sa mort prématurée. Cette histoire nous entraîne dans un monde de vie cachée, de trahison et de meurtre. Claire Herskovits était une femme de 40 ans résidant à Boca Raton, en Floride. Mère au foyer et marketeuse sur Internet à temps partiel, elle était reconnue pour sa personnalité vive et son dévouement envers sa famille. Mariée à David, un homme de 45 ans, elle était la mère de 2 enfants, Jonah, âgé de 12 ans, et Matt, de 9 ans. Elle entretenait des liens forts avec sa famille et ses amis, et elle avait su bâtir une carrière réussie en travaillant depuis chez elle, aidant les petites entreprises à améliorer leur présence en ligne. Elle excellait dans son domaine et trouvait une grande satisfaction à accompagner les autres vers le succès. Son travail avait même été mis en avant sur des sites web d'entreprises locales et dans le Boca Raton Tribune. Le mari de Claire, David, était propriétaire d'une entreprise de tours de pêche. Pour le monde extérieur, il apparaissait comme un époux et un père dévoué. Cependant, comme nous le découvrirons par la suite, il cachait de nombreux secrets. Claire, quant à elle, était très active dans sa communauté. Bénévole à l'école de ses enfants, elle faisait également partie de l'association des parents d'élèves. Avec enthousiasme, elle aidait à organiser des événements scolaires et des collectes de fonds. Amatrice de cuisine, elle apportait souvent des cookies et des gâteaux aux événements scolaires et aux rassemblements communautaires. Dans les jours qui ont précédé sa mort, Claire était occupée à planifier des vacances en famille à Disney World. Elle se réjouissait de passer du temps de qualité avec ses proches. De plus, elle nourrissait des rêves d'expansion pour son entreprise de marketing sur Internet. Elle travaillait sur un nouveau projet pour un restaurant et était pleine d'enthousiasme face aux possibilités qu'il offrait. Pour beaucoup, la vie de Claire semblait parfaite. Elle avait une famille aimante, une carrière prospère et était appréciée au sein de sa communauté. Pourtant, tout a basculé en mars 2016, lorsqu'elle a découvert le sombre secret de la double vie de son mari. Cette révélation tragique allait conduire à sa mort prématurée. Le matin du 18 mars 2016, aux alentours de 8 heures, Mark Stevens, le voisin de Claire, a fait une découverte choquante. Ancien policier, il était en train de faire sa promenade matinale habituelle lorsqu'il a remarqué quelque chose d'étrange chez les Herskovits. La porte du garage était partiellement ouverte, un comportement inhabituel pour Claire, qui était généralement si ordonnée et prudente. Curieux et inquiet, il s'est approché du garage. En s'en approchant, il a aperçu une mare de sang sur le sol. Son cœur s'est mis à battre plus vite alors qu'il regardait à l'intérieur. Là, allongée immobile sur le froid béton, se trouvait Claire. Elle avait été sauvagement agressée, son corps couvert de sang. Les années de formation policière de Mark ont refait surface. Rapidement, il a évalué la scène, remarquant le pied de biche près du corps de Claire, probablement l'arme du meurtre. Il a immédiatement appelé le 911, sa voix, bien que calme, était empreinte d'urgence. Ensuite, il est resté à l'extérieur du garage, veillant à ce que rien ne soit perturbé. Les détectives, à leur arrivée, ont soigneusement documenté la scène, prenant des photographies et collectant des preuves. Ils ont noté la position du pied de biche et prélevé des échantillons pour des tests ADN. Pendant ce temps, des voisins commençaient à se rassembler à l'extérieur, chuchotant avec stupeur et incrédulité. La nouvelle de la mort de Claire s'est rapidement répandue dans la communauté, laissant tout le monde abasourdi. Les détectives ont ensuite interrogé Mark Stevens, qui a raconté sa découverte tragique du corps. Son récit calme et détaillé a aidé les détectives à reconstituer la chronologie initiale du crime. À l'intérieur de la maison, les enfants de Claire dormaient encore, complètement ignorants de la tragédie qui s'était déroulée juste devant leur porte. Les enquêteurs ont veillé à ce que les enfants soient emmenés dans un endroit sûr et ont organisé leur séjour chez des membres de la famille.
Alors que l'enquête débutait, la communauté de Boca Raton était sous le choc, pleurant la perte d'une mère et amie tant aimée. Lorsque le département de police de Boca Raton est arrivé sur les lieux, il était environ 8h15 du matin, le 18 mars 2016. L'équipe, dirigée par les détectives Sarah Palette et Randy Cruz, s'est rapidement mise au travail. La détective Palette, réputée pour son attention méticuleuse aux détails, et le détective Cruz, doté d'un instinct aiguisé, étaient déterminés à résoudre cette affaire tragique dans les plus brefs délais. Le garage où le corps de Claire Herskovits a été découvert présentait un spectacle macabre. Des éclaboussures de sang couvraient les murs et le sol, témoignant d'une violente bagarre. Elle avait été matraquée à mort avec un démonte-pneus retrouvé à proximité, également couvert de sang. La scène laissait entrevoir une attaque soudaine et brutale, sans aucun signe d'effraction, ce qui suggérait qu'elle connaissait son agresseur. Les détectives ont d'abord sécurisé la zone, s'assurant que personne ne puisse contaminer la scène du crime. Ils ont tout documenté avec des photographies et des notes détaillées. Des spécialistes en médecine légale sont arrivés rapidement sur les lieux et ont commencé à collecter des preuves, incluant le pied de biche, les empreintes digitales et des échantillons d'ADN. Ils ont également prélevé des écouvillons sur diverses surfaces, à la recherche de toute trace supplémentaire de l'agresseur. Le détective Palette a noté le chaos régnant dans le garage. Une boîte à outils renversée, des papiers éparpillés et une photo de famille brisée. Ces détails étaient cruciaux, dressant un tableau poignant de la lutte que Claire avait endurée. Les enquêteurs ont également retrouvé son téléphone portable, espérant qu'il fournirait des indices supplémentaires sur ses derniers instants. Au fur et à mesure de l'enquête, les détectives se sont dirigés à l'intérieur de la maison. Ils ont minutieusement vérifié chaque recoin à la recherche de preuves supplémentaires ou de signes d'effraction, mais n'en ont trouvé aucun. Cela renforçait leur conviction que Claire connaissait son agresseur. Les détectives ont interrogé les voisins, y compris Marc, celui qui avait découvert le corps. Il a fourni un compte-rendu détaillé de sa routine matinale et de la manière dont il était tombé sur cette scène horrible. Son calme et ses observations claires se sont révélés inestimables pour l'enquête. Les détectives ont également pris le temps de parler aux enfants de Claire avec douceur, veillant à ce qu'ils se sentent en sécurité. Ils ont ensuite emmené les enfants chez un parent, loin de cet environnement traumatisant. Les enquêteurs ont contacté David, le mari de Claire, qui se trouvait à son bureau. Sa réaction remarquablement calme a suscité quelques soupçons initiaux. Les détectives ont examiné les images de sécurité des maisons voisines, espérant déceler des indices ou une activité suspecte autour de l'heure du meurtre. Ils prévoyaient également d'analyser les relevés téléphoniques et les réseaux sociaux de Claire à la recherche d'interactions inhabituelles ou de menaces. Au fil de la journée, ils sont restés concentrés et déterminés. Ils savaient qu'il était crucial de résoudre le meurtre de Claire, tant pour sa famille en deuil que pour la communauté choquée de Boca Raton. Chaque élément de preuve, aussi minime soit-il, était vital dans leur quête de justice. Le premier suspect dans le meurtre de Claire était son mari. Pour tous ceux qui le connaissaient, David, surnommé Big, semblait être un mari et un père dévoué. Méticuleux et introverti, il gardait sa vie personnelle secrète, même vis-à-vis de sa propre famille. Cependant, à mesure que les détectives approfondissaient leur enquête, ils découvraient qu'il cachait bien des choses. Il avait une liaison et se trouvait également en profonde difficulté financière. Son entreprise de pêche touristique, qui paraissait prospère en surface, était en réalité en difficulté. Il avait contracté plusieurs prêts et faisait face à des dettes croissantes. Ces révélations dressaient un portrait bien différent de l'homme qui semblait si dévoué à sa famille. Les détectives Palette et Cruz ont interrogé David l'après-midi du 18 mars 2016. Bien qu'il semblait calme, son comportement était détaché. Il a nié toute implication dans la mort de Claire, affirmant qu'il se trouvait à son bureau au moment du meurtre. Cependant, son calme semblait suspect aux détectives, compte tenu de la brutalité du crime et de la perte de sa femme. Son alibi était faible. Il prétendait être seul dans son bureau, en train de travailler sur des documents, mais il ne pouvait fournir aucune preuve solide pour étayer ses allées et venues. Les détectives l'ont interrogé sur sa liaison et ses problèmes financiers. David a admis l'existence de la liaison, mais a insisté sur le fait qu'elle n'avait rien à voir avec le meurtre de Claire. Il est devenu légèrement agité en évoquant ses problèmes financiers,
tout en maintenant son innocence tout au long de l'interrogatoire. Les détectives ont également examiné ses relevés téléphoniques et ses emails. Ils ont découvert de nombreux appels et messages échangés entre lui et sa maîtresse, Jennifer Green, qui était curieusement la meilleure amie de Claire. Cette connexion ajoutait une nouvelle dimension à l'enquête et soulevait davantage de questions sur les éventuels motifs de David. Les voisins et les amis ont été interrogés, et beaucoup ont été choqués d'apprendre sa double vie. Ils le décrivaient comme calme et réservé, un contraste frappant avec la personnalité extravertie de Claire. Certains voisins ont mentionné avoir vu David agir nerveusement ces dernières semaines, ce qui a soulevé davantage de drapeaux rouges. Les détectives savaient qu'ils avaient besoin de plus de preuves pour impliquer ou disculper David. Ils ont continué à analyser ses relevés financiers, espérant établir un lien avec le crime. Ils prévoyaient également d'interroger Jennifer Green pour voir si elle en savait plus sur l'implication potentielle de David dans le meurtre. Au fur et à mesure de l'avancée de l'enquête, il restait un suspect clé. Ses secrets et son comportement étrange maintenaient les détectives en alerte, sachant que démêler son histoire était crucial pour résoudre l'affaire. Le deuxième suspect de l'enquête était Jennifer Green, la meilleure amie et collègue de Claire. Âgée de 45 ans, elle était ambitieuse et connue pour sa nature compétitive. Elle avait travaillé avec Claire sur divers projets de marketing sur Internet et avait partagé de nombreux détails personnels sur sa vie avec elle. Peu savaient que Claire avait une relation amicale étroite avec Jennifer, qui cachait également une liaison avec son mari, David. Ce fait plaçait Jennifer sous une intense surveillance. Amie proche depuis des années, elle partageait non seulement des intérêts professionnels, mais aussi des difficultés personnelles. Jennifer s'était confiée à Claire au sujet de son mariage difficile, ce qui avait créé un lien entre elles. Cependant, la révélation de sa liaison avec David suggérait une relation plus compliquée, potentiellement remplie de jalousie et de rivalité. Le 19 mars 2016, les détectives Palette et Cruz ont interrogé Jennifer. Bien qu'elle ait été visiblement bouleversée, elle est restée coopérative. Elle a admis sa liaison avec David, tout en affirmant n'avoir rien à voir avec le meurtre de Claire. Jennifer a décrit sa relation avec elle comme étant principalement de soutien, mais a reconnu des moments de tension, notamment lorsqu'elles discutaient de leur mariage respectif. Le mobile de Jennifer pourrait découler de plusieurs facteurs. Sa liaison avec David représentait une trahison importante de la confiance de Claire, et si Claire l'avait découverte, cela aurait pu entraîner un conflit intense. De plus, la nature ambitieuse de Jennifer et son désir de réussite auraient pu susciter de l'envie et du ressentiment. Pendant l'interrogatoire, Jennifer s'est montrée défensive mais pas excessivement agressive. Elle a répondu aux questions des détectives, choisissant ses mots avec précaution. Elle s'est vantée auprès de la police que David lui avait dit qu'il prévoyait de quitter Claire et que leur relation deviendrait bientôt officielle. Cela a ajouté une autre dimension à l'enquête, suggérant que Jennifer aurait pu se sentir menacée par la présence de Claire dans la vie de David. Les détectives ont également examiné les relevés téléphoniques et les emails de Jennifer. Ils ont trouvé de nombreux messages entre elle et David, portant à la fois sur des questions personnelles et professionnelles. Certains messages laissaient entendre leurs projets d'avenir, compliquant davantage l'affaire. Des amis et des collègues de Jennifer ont été interrogés et beaucoup ont exprimé leur surprise quant à son implication avec David. Ils ont décrit Jennifer comme étant déterminée et concentrée sur sa carrière, mais étaient surpris d'apprendre l'existence de cette liaison. Certains ont mentionné qu'elle semblait plus stressée et secrète ces derniers mois. Les détectives savaient que bien que la liaison de Jennifer avec David soit importante, elle ne la reliait pas directement au meurtre de Claire. Ils ont continué à rassembler des preuves, espérant en apprendre davantage sur son rôle dans les événements ayant conduit à la mort de Claire. Les actions et les motivations de Jennifer restaient une pièce essentielle du puzzle, la maintenant fermement sous les feux de la rampe de l'enquête. Le 21 mars 2016, vers 15 heures, le département de police de Boca Raton a reçu une avancée dans l'affaire. Le temps était clair et chaud, typique de la Floride. Le détective Sarah Palette était à la station lorsque l'analyste médico-légal, Lisa King, a appelé avec des nouvelles urgentes. Ils ont découvert de nouvelles preuves qui pourraient avoir un impact significatif sur l'enquête. Ces preuves ont été mises au jour
lors d'une analyse détaillée du téléphone portable de Claire Herskowitz. Les experts médico-légaux ont récupéré des messages supprimés entre Claire et un numéro inconnu. Ces messages révélaient qu'elle avait découvert un secret choquant. Son mari, David, dirigeait une opération secrète de jeu et de trafic sexuel. Claire avait prévu de se rendre à la police avec ces informations, ce qui constituait un mobile pour son meurtre. La société de pêche de David n'était en réalité qu'une couverture pour une opération secrète de jeu et de trafic sexuel, un véritable bordel casino sur un yacht. Là-bas, il divertissait ses riches clients masculins avec des roulettes, des machines à sous et de jeunes hommes et femmes, principalement originaires d'Europe de l'Est, attirés en Amérique sous prétexte de travailler comme mannequins. Les détectives Palette et Cruz ont immédiatement reconnu l'importance de cette nouvelle preuve. Ils ont rapidement convoqué une réunion d'équipe pour discuter des découvertes. Les messages étaient explicites, détaillant le choc de Claire et sa détermination à dévoiler les activités illégales de David. Ces informations fournissaient un motif clair à David pour faire taire sa femme. Ils ont examiné les messages, notant les dates et les heures. Claire avait découvert l'opération seulement quelques jours avant son meurtre. L'urgence dans ces messages indiquait qu'elle avait peur et ressentait le besoin pressant d'agir rapidement. Cette révélation ajoutait une nouvelle couche de complexité à l'affaire et renforçait les soupçons contre David. Les détectives ont également noté que certains messages mentionnaient une femme nommée Olga Vereskova. Claire avait été en contact avec Olga, qui venait de Tcheliabinsk, en Russie, pour confronter David au sujet de sa fille disparue, Anastasia. Anastasia avait été attirée en Amérique avec des promesses de carrière de mannequin, mais s'était retrouvée piégée dans l'opération de traite de David. La police a également intensifié ses efforts pour retrouver les dossiers financiers et les communications de David. Ils espéraient découvrir davantage de preuves qui pourraient le lier directement à l'opération de traite et au meurtre de Claire. Les détectives ont fait appel à des agences fédérales pour obtenir de l'aide, sachant que l'affaire s'était désormais étendue au-delà d'un simple incident domestique. Au fur et à mesure de l'avancement de l'enquête, les nouvelles preuves ont donné aux détectives une image plus claire du mobile derrière le meurtre de Claire. La vie secrète de David et ses activités illégales étaient au cœur de l'affaire. Les détectives sont restés concentrés et déterminés, sachant que découvrir l'étendue totale des opérations de David était essentiel pour résoudre le meurtre de Claire et rendre justice à sa famille. Le troisième suspect dans l'enquête était Olga. Âgée de 61 ans, elle avait voyagé depuis Tcheliabinsk en Russie pour découvrir ce qui était arrivé à sa fille, Anastasia. Anastasia n'avait que 18 ans lorsqu'elle est venue en Amérique, croyant qu'elle travaillerait comme mannequin. Au lieu de cela, elle est devenue une victime de l'opération de jeu clandestin et de traite des êtres humains dirigée par David. Le 22 mars 2016, les détectives Sarah Palette et Randy Cruz ont interrogé Olga. Elle était visiblement bouleversée et déterminée à obtenir justice pour sa fille. S'exprimant par l'intermédiaire d'un traducteur, elle a expliqué comment Anastasia avait disparu peu de temps après son arrivée aux États-Unis. Elle avait tout essayé pour retrouver sa fille, allant même jusqu'à engager des enquêteurs privés, mais toutes les pistes menaient à David. Olga a décrit sa fille comme brillante, ambitieuse et pleine de rêves. Anastasia était excitée à l'idée de sa carrière de mannequin et attendait avec impatience une nouvelle vie en Amérique. Lorsqu'Anastasia a cessé de communiquer, Olga a su que quelque chose n'allait pas. Sa détermination à découvrir la vérité l'a poussée à tout vendre pour prendre un vol pour la Floride et confronter David directement. Pendant l'interrogatoire, elle était émue mais maîtrisée. Elle a raconté comment elle avait rencontré Claire dans les jours précédant son meurtre. Claire avait été compatissante et avait promis d'aider Olga à dévoiler l'opération de David. Cette réunion avait eu lieu seulement 2 jours avant sa mort, faisant d'Olga un témoin clé. Le motif d'Olga pour vouloir confronter David était clair. Elle voulait des réponses sur la disparition de sa fille et était prête à tout pour les obtenir. Cependant, les détectives n'ont trouvé aucune preuve reliant Olga au meurtre de Claire. Son état émotionnel et son récit détaillé de sa recherche d'Anastasia la présentaient comme une mère en deuil plutôt que comme une suspecte. Les détectives ont continué à presser Olga pour obtenir plus d'informations sur les activités de David. Elle a révélé qu'elle avait rassemblé des documents et des dossiers sur les activités illégales de David, espérant les utiliser pour le pousser à révéler où se trouvait Anastasia.
Elle a remis ces documents aux détectives, fournissant des preuves cruciales pour poursuivre leur enquête. Les amis et connaissances d'Olga en Russie la décrivaient comme une mère déterminée et attentionnée. Ils ont dit qu'Olga était infatigable dans sa recherche d'Anastasia et qu'elle avait épuisé toutes les ressources pour la retrouver. Son voyage en Amérique représentait son dernier espoir de découvrir la vérité. Avec tous ces témoignages et les documents qu'elle a fournis, les détectives Palette et Cruz disposaient de preuves supplémentaires pour relier David à la fois au trafic et au meurtre de Claire. Toutes ces implications soulignaient l'ampleur internationale de ces crimes et l'impact étendu de ses actions. Au fur et à mesure de l'avancement de l'enquête, Olga est restée un élément crucial de l'affaire. Sa détermination inébranlable à obtenir justice pour sa fille et sa coopération avec les détectives les ont rapprochés de la découverte de l'ampleur totale des activités criminelles de David. Le 24 mars 2016, après avoir rassemblé toutes les preuves, le département de police de Boca Raton a identifié David Herskovits comme le meurtrier de Claire. Son motif pour la tuer était évident. Elle avait découvert sa vie secrète et prévoyait de le dénoncer aux autorités. Craignant l'effondrement de sa vie personnelle et professionnelle, il a décidé de la faire taire définitivement. La police a rassemblé suffisamment de preuves pour arrêter David, y compris ses relevés téléphoniques, des documents financiers et les messages supprimés entre lui et Claire. À 10 heures du matin, les détectives Sarah Palette et Randy Cruz sont arrivés au bureau de David. L'atmosphère était tendue lorsqu'ils se sont approchés. David était en réunion pour discuter de ses projets d'entreprise lorsqu'ils sont entrés. Ils l'ont calmement informé de son arrestation. La réaction de David était un mélange de choc et de résignation. Il n'a pas résisté, mais a maintenu son innocence, affirmant qu'il était victime d'un complot. Les détectives l'ont menotté et lui ont lu ses droits. Ils l'ont ensuite escorté hors du bâtiment, où une foule de curieux et de médias s'était déjà rassemblée. La nouvelle de l'arrestation s'est rapidement répandue dans la communauté, laissant tout le monde incrédule. La famille de Claire était dévastée, mais soulagée que la police ait enfin identifié son meurtrier. La communauté de Boca Raton partageait leur douleur, pleurant la perte d'une mère et d'une amie bien-aimée. La police a poursuivi son enquête pour s'assurer qu'elle disposait d'un dossier solide contre David. Ils ont découvert plus de détails sur ses activités illégales, le reliant à l'opération de jeu et de trafic sexuel. Les preuves dressaient un tableau clair d'un homme désespéré de protéger sa double vie, prêt à tout pour garder ses secrets cachés. L'arrestation de David représentait une étape significative vers la justice pour Claire. Cela apportait également de l'espoir à Olga, qui cherchait toujours des réponses concernant sa fille, Anastasia. La police l'a rassurée, en lui promettant de continuer à enquêter sur le réseau criminel de David, espérant trouver d'autres victimes et leur rendre justice également. Alors que David était emmené dans une voiture de police, les habitants de Boca Raton espéraient un procès rapide et équitable. Le procès de David Herskovits a commencé le 1er août 2017 à Boca Raton. L'accusation était dirigée par l'assistante du procureur Karen Whitfield, connue pour sa ténacité et son sens aigu de la justice. Âgée de 38 ans, Karen avait la réputation d'être sévère envers la criminalité et était déterminée à voir David rendre des comptes pour le meurtre de Claire ainsi que pour ses autres activités illégales. L'argumentation de l'accusation s'est concentrée sur la montagne de preuves contre David. Karen a présenté les messages supprimés entre Claire et David, les relevés financiers montrant ses dettes, ainsi que les témoignages de divers témoins, y compris la famille et les amis de Claire. Le jury a écouté attentivement, tandis que Karen détaillait comment la vie secrète de David l'avait conduit à tuer sa femme pour l'empêcher de révéler ses activités illégales. Du côté de la défense se trouvait l'avocat Richard Palmer, âgé de 45 ans, connu pour son esprit juridique vif et son calme. Richard soutenait que David était victime d'un complot et que les preuves étaient essentiellement circonstancielles. Il tentait de semer le doute sur la validité des messages et suggérait que d'autres personnes impliquées dans les opérations illégales de David avaient plus à gagner de la mort de Claire. Tout au long du procès, la famille de Claire était présente, le visage marqué par la douleur et la détermination. Ils observaient chaque instant, espérant obtenir justice. Michelle, la sœur de Claire, essuyait souvent des larmes en écoutant les détails des derniers jours de sa sœur
et la brutalité de son meurtre. Le procès a duré 3 semaines, avec des arguments convaincants des deux côtés. Cependant, les preuves de l'accusation étaient accablantes. Le 24 août 2017, le jury a rendu un verdict unanime. David Herskovits a été reconnu coupable de meurtre au premier degré, de jeu illégal et de traite des êtres humains. Lors de l'audience de détermination de la peine, le juge a condamné les actions de David et l'a condamné à la réclusion à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. La salle d'audience était emplie d'un mélange de soulagement et de tristesse. La famille de Claire ressentait un sentiment de clôture, sachant que David passerait le reste de sa vie derrière les barreaux, mais la douleur de la perte de Claire demeurait. Le verdict a eu un impact profond sur la communauté de Boca Raton. Beaucoup estimaient que justice avait été rendue, mais l'affaire mettait également en lumière le côté sombre des activités illégales pouvant exister dans des quartiers en apparence tranquilles. Cela rappelait l'importance de la vigilance et du soutien communautaire. Pour les amis et la famille de Claire, la condamnation marquait la fin d'un chapitre douloureux. Ils trouvaient du réconfort dans le fait que le courage de Claire à dévoiler la vérité n'avait pas été vain. La communauté s'est rassemblée autour d'eux, offrant son soutien et se souvenant de Claire comme d'une mère, d'une épouse et d'une amie aimante qui défendait ce qui était juste. La communauté de Boca Raton, ébranlée par l'affaire, s'est rassemblée pour soutenir la famille Herskovits, organisant des collectes de fonds et des mémoriaux en l'honneur de Claire. Les enfants, Jonah et Matt, ont été confiés à leur famille élargie. Ils ont continué à fréquenter l'école locale, où les enseignants et les conseillers leur ont apporté un soutien supplémentaire. Ils ont eu du mal à faire face à la perte de leur mère, mais ils s'adaptaient progressivement avec l'aide d'une thérapie et de leurs proches bienveillants. Olga Vereskova, qui était venue de Russie à la recherche de sa fille, a trouvé une certaine clôture avec la condamnation de David. Bien qu'Anastasia n'ait pas été retrouvée, Olga a poursuivi ses efforts pour sensibiliser à la traite des êtres humains. Elle a collaboré avec des organisations telles que le projet Polaris et a participé à des conférences pour mettre en lumière cette question. Son plaidoyer a contribué à attirer l'attention sur des affaires similaires et à soutenir d'autres familles confrontées à des tragédies similaires. Jennifer Green, qui avait été suspectée mais plus tard innocentée, a également connu un chemin difficile. La révélation de sa liaison avec David et son lien avec le meurtre ont eu un impact sur sa vie personnelle et professionnelle. Elle a pris un congé de son travail et a finalement déménagé de Boca Raton pour repartir à zéro. Ses anciens collègues et amis lui ont offert leur soutien, bien que l'affaire et ses conséquences aient laissé une marque indélébile sur sa réputation. Le procès de David a laissé une profonde empreinte sur Boca Raton. Il a mis en évidence les dangers des activités criminelles cachées et l'importance de la vigilance communautaire. Et voilà, c'était une autre sombre histoire criminelle où la fiction flirte avec la réalité. Si ce récit vous a tenu en haleine, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer des prochaines histoires sombres. Restez prudents, car parfois la vérité dépasse la fiction. À bientôt sur Sombres Histoires Criminelles.